Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la Fondation de la France Libre pour ce nouveau rendez-vous de notre cycle de conférences. Le sujet dont il va être question aujourd'hui est aussi exceptionnel que passionnant. Et il nous intéresse à plus d'un titre car c'est aussi la première fois que nous l'évoquons ici. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Pauline Brunet, professeure d'anglais et présidente de l'association de reconstitution des filles de la DB. Pauline vient de publier Les Rochambelles, ambulancière de la division Leclerc, 1943-1945, aux éditions Memorabilia. Qui sont ces femmes, souvent jeunes, et qui ont choisi de s'engager dans cette unité hors du commun et qui ont suivi le général Leclerc dans les combats de la libération, leur parcours sur plusieurs continents, leur courage et bien souvent leur héroïsme nous interpellent encore aujourd'hui dans l'univers des passionnés de la glorieuse division Leclerc que vous connaissez bien, Pauline, et nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes très engagées à vouloir rappeler qui étaient ces fameuses Rochambelles et à vouloir leur rendre hommage. Vous en êtes un très bel exemple et c'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de nous laisser guider sur les pas des conductrices ambulancières de la 2e DB et de vous recevoir aujourd'hui, chère Pauline Brunet, à la Fondation de la France Libre. Bonjour. Bonjour, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci d'être ici présent ce soir pour découvrir ou redécouvrir l'histoire des Rochambelles. Merci à Christophe Bayard pour son invitation et d'avoir accepté si volontiers d'évoquer les Rochambelles et puis la 2e DB, un thème qui lui est cher. Donc du coup c'est vraiment un plaisir aujourd'hui que j'ai de vous présenter dans les grandes lignes l'histoire de ces femmes qui ont un parcours exceptionnel, atypique, un peu hors du commun et qui sont malgré les années, elles étaient en 1943, 1945, elles sont extrêmement modernes pour leur époque. Donc je vais essayer de vraiment mettre l'accent là-dessus pour voilà, que vous ayez une image la plus réaliste et la plus précise possible des Rochambelles. Bon, bah écoutez, on y va, on va commencer directement. Alors, pour comprendre l'histoire des Rochambelles, il faut avant tout s'intéresser à leur créatrice, la fondatrice. Et je vais tout de suite vous parler de Florence Conrad. Alors, Florence Conrad, c'est une Américaine, elle est née en 1886 et elle a vécu plusieurs années en France. Elle est francophile, elle adore la France. C'est une femme déjà très moderne pour son époque. Elle est divorcée, remariée plusieurs fois. Elle appartient au milieu relativement mondain et ses nombreux mariages et divorces et remariages lui permettent d'acquérir une coquette somme d'argent qui lui permet de vivre relativement correctement. C'est une femme de poigne, une femme de conviction et dès 1914, dès la Première Guerre mondiale, elle décide de s'engager cette fois en tant qu'infirmière. Donc elle va participer aux soins des blessés dans les hôpitaux de campagne à l'arrière. Forte de cette expérience, la guerre se termine, toujours désireuse d'aider d'une façon ou d'une autre. En 1939, elle va participer cette fois non pas à l'évacuation et aux soins des blessés, mais aux soins d'œuvres d'art, notamment à la demande du musée du Louvre. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, elle va participer à l'évacuation de la Victoire de Samothrace et de la Vénus de Milo, que vous pouvez d'ailleurs, en partie grâce à elle, toujours voir au musée du Louvre aujourd'hui. Donc l'année d'après, en 1940, elle décide cette fois non pas de s'engager pour les œuvres d'art, mais de revenir à son premier amour, de s'engager pour les soldats. Elle va créer une cantine pour les soldats le long de la ligne Maginot. Et alors cette cantine, elle était un petit peu particulière parce qu'elle était uniquement dédiée et réservée aux soldats. Les officiers étaient priés d'aller dans leur messe. L'idée, c'était vraiment que les soldats, le simple soldat de base, puissent avoir un vrai moment de détente, puissent profiter et se reposer. Sa création de son foyer cantine est un tel succès qu'elle va en créer jusqu'à 6 le long de la ligne Maginot. Donc c'est pour vous dire à quel point elle était vraiment appréciée par les soldats. Ses actions étaient vraiment importantes pour les soldats le long de la ligne Maginot.
La situation, malgré tout, devient de plus en plus complexe. La guerre débute et les ressortissants américains, notamment, sont priés de rentrer aux États-Unis. Donc malheureusement, elle aussi repart aux États-Unis. Et là, ça devient vraiment compliqué pour elle parce que c'était une femme qui avait besoin de s'engager. Elle était, je pense, un petit peu hyperactive. Elle avait besoin d'avoir plein de projets. Et donc elle se dit, je ne peux pas rester là sans rien faire. Il va falloir que je monte quelque chose, que je fasse quelque chose. Et elle se dit, pourquoi pas créer un groupe d'ambulancières. Elle a déjà évacué des œuvres d'art, elle a travaillé comme infirmière. L'évacuation de blessés lui paraît plutôt pas mal comme idée. Donc du coup, elle va, grâce à des dons, et elle va travailler notamment avec l'équivalent d'une association un petit peu caritative aux États-Unis qui s'appelle le Fighting French Relief Committee, qui en fait va permettre de récolter des sommes d'argent. Alors si vous avez lu un petit peu le livre de Suzanne Massu, c'est pas très clair, donc du coup j'ai vraiment fait des recherches pour trouver que elle s'est entourée d'associations vraiment spécifiques pour récolter de l'argent, et elle va récolter suffisamment d'argent pour s'acheter 19 ambulances, le modèle WC54, qui était révolutionnaire pour son époque. Je vais vous montrer une photo en couleur, ça sera un petit peu plus parlant, mais des suspensions supplémentaires à l'arrière pour le confort des blessés, un chauffage, vous aviez un extracteur d'air pour l'odeur, etc. On avait la possibilité de mettre 4 blessés allongés, voire 6 blessés assis sur des banquettes, donc le top du top pour l'époque. Donc elle récupère 19 ambulances flambant neuves. Elle se rapproche notamment de la mission militaire française aux États-Unis, à New York, et elle va travailler, on le verra, avec Madame de Montgomery pour essayer de trouver du personnel. Parce que bon, on a les ambulances, il va peut-être falloir recruter du monde pour conduire tout ça. Donc, avant de recruter, elle décide de façon purement arbitraire de s'attribuer le grade de commandant. Pourquoi faire moins? Commandant, c'est pas mal. Elle était infirmière, elle a travaillé en 1940 sur la ligne Maginot, tout ça. Donc, commandant, c'est plutôt pas mal comme idée. Et donc, avec ses compagnes, donc vous avez là, juste ici, je vais y arriver, Elisabeth de Breteuil, qui elle en fait va l'aider, va la seconder au tout début. Et vous avez Madame Madeleine de Montgomery qui elle va s'occuper de la section féminine de la mission militaire française. Donc en fait le vrai noyau dur au niveau de la création, c'est vraiment ces 3 femmes. Vous allez me dire, il en manque une, il manque quelqu'un de particulier dans ces rochambeaux. Et elle arrive, Suzanne Torres, future Madame Massu. Alors, Madame Torres, parce qu'à l'époque c'est déjà un nom d'épouse, elle est arrivée aux États-Unis avec son mari, le célèbre avocat Henri Torres. Ils sont arrivés d'abord d'Amérique du Sud avant de rejoindre New York. Et au départ, elle est un petit peu réticente par ce projet. Elle a déjà, elle fait partie de la France Libre. Elle a déjà essayé de rejoindre un petit peu, de travailler un petit peu et de partir après comme infirmière, ambulancière. Elle ne savait pas trop. Et à chaque fois, ça a été de refus. Alors, elle s'est dit, bon, c'est bien gentil. Cette Américaine, elle a un projet fou. Elle a 19 ambulances. Elle veut engager des femmes pour aller secourir les blessés. Son projet, ça n'aboutira jamais. Mais Florence Conrad, elle avait vraiment un leitmotiv, c'était non n'est pas une réponse. Donc elle lui a exposé tous ses arguments possibles. Finalement, Suzanne Torres s'est laissée convaincre et elle est devenue lieutenant par la suite. Ensemble, elles vont constituer un petit groupe et elles vont se former. Donc elles vont se former notamment à l'université américaine de New York, la NYU, vous avez très certainement dû entendre parler. Elles vont aussi, parce que bon, une unité a besoin d'uniforme, elles vont aller normalement dans l'armée, dans une division ou autre, donc il leur faut des beaux uniformes. Elles vont d'ailleurs les faire confectionner sur mesure chez un célèbre tailleur new-yorkais, Brooks Brothers, avec des uniformes faits vraiment sur mesure. Vous pourrez regarder, enfin dans le livre il y a les étiquettes et tout ça, donc c'est vraiment assez intéressant. Donc si on récapitule, on a les ambulances, on a potentiellement les chefs, on a les tenues,
Je pense qu'il va manquer un nom de baptême au bout d'un moment, parce qu'il va falloir qu'on puisse les reconnaître quand on va les évoquer. Et là, il s'agit de trouver un lien entre les États-Unis et la France. Il s'agit de montrer cet attachement, l'amitié franco-américaine. Alors, l'escadrille Lafayette a déjà été prise en 1914. Donc du coup, il faut trouver autre chose. Et là, à force de réfléchir, elles sont tombées sur le comte de Rochambeau, qui a également aidé les Américains lors de leur guerre d'indépendance. Et donc du coup, le groupe Rochambeau, parfois appelé Unité Rochambeau, est enfin né en 1943. Le problème, c'est qu'elles ont recruté du personnel aux États-Unis, et ce personnel-là, ces femmes-là, elles avaient pour certaines la nationalité française, parce qu'elles étaient déjà aux États-Unis lorsque la guerre a été déclarée. Pour d'autres, elles sont arrivées, comme typiquement Suzanne Torres, elles sont arrivées un petit peu plus tard. Et il y avait aussi des Américaines. Sauf qu'en 1943, le gouvernement américain refuse de laisser partir ses ressortissantes en Europe. Donc on passe d'une trentaine de recrues à 15. On va couper de moitié. Néanmoins, elle décide quand même de partir. Et là, vous pouvez voir une photo qui a été prise en septembre 1943, où vous avez les 15 à peu près ambulancières. Alors on remarque là Florence Conrad avec ses lunettes et puis sa chevelure blonde typique, vous ne pourrez pas la louper. Là vous avez Suzanne Torres. Et puis dans ce petit noyau qui a été surnommé les Américaines, on a du beau monde aussi. On a par exemple Anne de Bourbon-Parme, de la noblesse. On a donc Élisabeth de Breteuil, bourgeoisie, noblesse. Donc on a du personnel qui est vraiment haut de gamme, si je puis dire. Et en même temps, on a des ressortissantes françaises, des citoyennes françaises un petit peu lambda qui sont arrivées, qui sont engagées par patriotisme également. Donc elles partent. Hop, je vais avancer un petit peu. Elles partent sur le navire le Pasteur, qui était un paquebot qui a été aussi utilisé en Indochine, etc. Et après une dizaine de jours de navigation, elles arrivent finalement à Casablanca, en Afrique du Nord. Sauf que là, personne ne les attend. Et quand je vous dis personne, c'est personne. Donc elles débarquent avec leurs ambulances, leur pactage, harnachés comme des braves petits soldats, et personne ne les attend. Donc autant dire que le moral des troupes, là, prend un coup. Vraiment. Mais je vous ai dit que non n'était pas une réponse pour Florence Conrad. Et du coup, elle se démonte pas. Elle va trouver le général Koenig, qui voit d'un très bon œil cette arrivée providentielle, un petit peu de se dire 19 ambulances flambant neuves, c'est pas mal quand même. Donc il lui propose deux options, soit de Lattre, le général de Lattre, en disant bon voilà on a ça, ou alors il y a un certain général Leclerc qui jouit d'une certaine notoriété à ce moment-là. Et Florence Conrad dit bon, général Leclerc, je pense que c'est une bonne option, on va miser sur lui. Alors le général Leclerc, pareil, donc il est en train de constituer sa célèbre, enfin celle qui deviendra la célèbre 2e DB. Il dit oh là là, 19 ambulances, ça c'est pas mal. Bon alors, donc on va récupérer les 19 ambulances. Les ambulancières, c'était bien, vous les avez emmenées, vous allez rester là en Afrique du Nord, on a très certainement du travail pour vous. On va s'arrêter là. Sauf que pour Florence Conrad, c'était pas envisageable dans l'équation. C'était les ambulancières et les ambulances, sinon rien. Le général Leclerc, qui était avait vraiment besoin d'ambulances, de matériel neuf notamment, s'est dit bon, je peux pas louper ma chance, il faut à tout prix que je récupère ces ambulances. Tant pis, entre guillemets, je prends les ambulances et les ambulancières, mais uniquement jusqu'à Paris. Ça, c'était le deal. Une fois qu'elles sont arrivées, elles ont, elles sont rentrées dans la 2e DB et elles ont intégré le 13e bataillon médical et plus particulièrement la première compagnie médicale qui va travailler avec le groupement tactique Varabio, le GTV. On reviendra un petit peu plus tard si jamais vous avez des questions plus techniques là-dessus. Donc,
elles vont travailler avec ce groupement médical sous les ordres du médecin capitaine Secalli, un Corse, qui était pas très ravi, on va le dire comme ça, d'avoir à gérer une quarantaine de femmes, une trentaine de femmes dans une division. Autant vous dire que pour lui, c'était problème assuré. Mais bon, c'est pas grave, il n'avait pas trop le choix au final. Une fois intégrées à la 2e DB, elles vont être cantonnées à la péniche, donc sur le Bourg grec à Rabat, c'est le fleuve de la ville. Et elles vont poursuivre leur entraînement. Donc là, elles sont plus que 15, je vous rappelle. Donc elles vont emmener les blessés chez les colons. Elles vont continuer à travailler à l'hôpital, notamment Marie-Feuillet de Rabat. Elles vont continuer à prendre soin de leurs ambulances. Mais malheureusement, le départ tant attendu, tant espéré n'arrive pas. Vraiment, ça ne vient pas. Et du coup, 5 d'entre elles décident finalement de quitter le navire, si je puis me permettre, et de partir du groupe. Donc elles ne sont plus qu'à 10 conductrices ambulancières pour 19 ambulances, sachant qu'elles étaient par binôme, par groupe de 2. Donc autant vous dire qu'il fallait vraiment recruter. Donc là, pour le coup, le bouche à oreille a vraiment fait son œuvre, vu qu'elles allaient souvent chez les colons pour emmener les blessés, les convalescents. Elles ont pu recruter des conductrices, des futures conductrices, qu'on appellera par la suite les Marocaines. Alors il y a des noms célèbres dans ce petit groupe qui va constituer le noyau dur au final du groupe Rochambeau. Je pense notamment à Raymond Jean Mougin, Rosette Péchaud, Arlette Hautefeuille, future Madame Rattard, et j'en passe. Donc ce petit groupe-là va vraiment devenir le noyau dur du groupe Rochambeau. Elles ont pour la plupart entre 20 et 30 ans. Les motivations sont diverses. Patriotisme pour beaucoup, l'envie d'aider, d'être vraiment utile en temps de guerre. Pour certaines, de pouvoir aussi retourner en France d'une façon ou d'une autre en aidant. Donc ça va vraiment être un ensemble de facteurs qui va créer ce groupe Rochambeau et qui devient cette fois un petit peu plus terre à terre. On a moins de personnel venant de la haute bourgeoisie notamment. Donc ce recrutement va forcément obliger à faire des entraînements un peu plus spécifiques, un peu plus poussés. Donc elles vont prendre des cours de mécanique. L'idée, c'est vraiment d'être capable de se débrouiller toute seule, de détecter une panne, de changer une roue. Alors autant vous dire que changer une roue, c'est quelque chose. Détecter une panne aussi de nuit, etc. Donc l'idée, c'est d'être 100% autonome. Elles vont aussi découvrir pour certaines la vie militaire, parce que certaines sont issues de familles de militaires, d'autres qui ne connaissent absolument rien. Donc ça va être apprendre à marcher au pas, apprendre les grades, tout simplement, savoir qui saluer, quand, où, comment, apprendre la vie quotidienne au final. Et c'est vrai que c'est important de se rappeler qu'à cette époque-là, le rôle des femmes dans l'armée, il est vraiment différent de l'image qu'on a de nos jours. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes, elles étaient souvent cantonnées à l'arrière, elles étaient infirmières dans les hôpitaux, etc. Et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les troupes alliées, alors j'exclus les Russes, mais les femmes étaient souvent des infirmières, des dactylos, elles avaient souvent des tâches administratives, donc elles étaient souvent relayées à l'arrière. Et c'est vrai que les Français, on est assez novateurs dans ce sens-là. C'est que pour la première fois, on allait envoyer des femmes en première ligne. Donc autant vous dire qu'on cassait complètement les codes et les idées reçues de l'époque. Donc ça a été un premier changement, et ce deuxième changement, c'est vrai que c'était notamment Rosette Péchaud le dit, traverser le camp, c'était très difficile parce que je vous fais pas un dessin, les femmes dans une division, le bizutage a commencé avec notamment travailler dans le service des maladies vénériennes typiquement, donc vous imaginez des jeunes filles de 20 ans, voilà, donc ça a été vraiment compliqué. Et elle me racontait que souvent pour celles pour qui c'était dur mentalement de subir ces railleries, ces moqueries, elles se sont vraiment soudées à ce moment en disant non, on peut pas lâcher, on est si proche du but, on peut vraiment pas lâcher, et donner raison à ces hommes qui pensent que les femmes, elles sont juste bonnes à rester à l'arrière au front et à s'occuper des blessés, des convalescents. Donc elles se sont battues.
Et elles ont poursuivi, elles ont fait toutes les manœuvres avec les hommes. Et finalement, ça a été le départ pour l'Algérie, puis le départ tant attendu pour l'Angleterre. Donc la deuxième DB arrive à Liverpool, puis après se rend dans la région York, et elles vont être cantonnées cette fois dans une petite maison cossue qui s'appelle Tudor House, qui existe d'ailleurs toujours. J'étais d'ailleurs en contact avec les derniers propriétaires qui m'ont envoyé des maisons, donc la maison n'a pas changé, si jamais vous êtes dans le coin, c'est toujours intéressant. Donc la maison n'a pas changé, et là elles vont continuer leur petite mission d'évacuation, c'est de la bobologie. Clairement, ça va être des bras cassés, des jambes cassées, des problèmes avec les entraînements, etc. Pas grand-chose, mais de quoi se familiariser avec le matériel, que ce soit les ambulances, que ce soit avec le matériel un peu plus médical. Donc, on va continuer à se préparer tranquillement. Ensuite, c'est enfin finalement en juillet 1944, c'est le départ en convoi pour le sud de l'Angleterre, direction Southampton, où là, elles vont pouvoir partir pour la France. Et donc, vous avez une photo qui est maintenant très célèbre, où vous avez en tout premier Florence Conrad, Suzanne Torres à l'époque, vous avez Raymond là en troisième position, Jacotte aussi, peut-être que vous avez déjà entendu ce surnom, et bien d'autres. Alors, j'avais essayé de toutes les lister. Malheureusement, les photos, parfois, on ne voit pas trop bien qui c'est. Mais voilà. Donc, elles embarquent. Là, c'est sur le pont du bateau où elles ont dormi. Leurs ambulances étaient à côté. Donc, c'était vraiment convivial à ce moment-là. Et finalement, la deuxième DB arrive enfin en Normandie en août 1944. Elle débarque à Utah Beach, du côté de Saint-Martin-de-Varreville, où là, le débarquement est plutôt calme. En fait, les troupes alliées sont déjà passées le 6 juin 1944. Donc c'est vrai que c'est un débarquement assez calme dans le sens où il n'y a pas de grand combat tout de suite. Cependant, ce qui est intéressant de constater, c'est que souvent les civils voyaient donc ces convois de véhicules américains, d'hommes et de femmes en uniforme américain, et pourtant, ils parlaient français. Et alors, ça, c'était vraiment quelque chose qui a marqué tout leur périple, et souvent les anciennes me l'ont dit, c'était que c'était assez fou. Bon, les passants étaient là, leur tendaient des fleurs, et puis ils disaient, quand on s'arrêtait, mais on se disait, mais vous parlez français, vous parlez français? Et oui, on est français. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était incroyable pour l'époque, c'est de se dire, ça y est, enfin, il y a des Français qui vont libérer la France. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment marqué les esprits des Rochambeau. Et donc elles se sont un petit peu posées. Et alors là, je vais vous montrer, on va prendre le temps de regarder une petite vidéo. C'est un document assez exceptionnel qui a été tourné par les Américains. Et on peut voir, alors ce qui est marrant, c'est French Nurses, les infirmières françaises. Donc, bon, on réduit un petit peu leur rôle, mais c'est intéressant de voir. Donc vous avez l'ambulance derrière, vous avez Suzanne Torres là juste devant. Là, vous avez un équipage complet de l'ambulance Tante Mirabel avec Jacotte et Crapette, un duo détonnant. Vous avez une adjointe, Anne-Marie Davion, qui sera future Madame Branet. Et vous avez Lucie Delplanque, qui elle prendra notamment les rênes du groupe en Indochine. On en parlera un petit peu plus tard. Et alors, on ne l'entend pas, mais il y a un son. En fait, on peut entendre ce qu'elles disent. Donc ça, vous pourrez la retrouver. Je crois qu'elle est sur le site, sur mon site internet, et vous pourrez retrouver ça. Donc, c'était assez bon enfant à ce moment-là. Il faudra attendre vraiment leur baptême du feu dans un champ de pommiers en Normandie. Alors, on n'a pas le lieu exact. Où en fait, elles étaient cantonnées de façon les ambulances étaient alignées dans un champ de pommiers, en cantonnement tranquille, sauf que la zone a été bombardée. Et là, ça a été vraiment leur première mission, leur premier baptême du feu. Alors, on va pas se mentir, hein, ça a été une vraie mission avec un bon moment de flottement. Parce que voilà, malgré l'entraînement qu'elles avaient fait tout au long de l'Afrique du Nord, en Angleterre, on n'est pas forcément et on n'est pas préparé
à la réalité des combats, l'urgence, en plus c'était de nuit. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Certaines n'ont pas trouvé par exemple le démarreur qui est assez haut dans l'ambulance, panique à bord, on ne sait plus comment démarrer, on ne sait plus où est la première, enfin bon. Finalement, c'est un succès. Elles réussissent quand même à sauver des blessés. Et elles réussissent à évacuer, réaliser leur mission. Alors, la mission des Rochambeles, s'il y a bien quelque chose que je veux que vous reteniez de cette conférence, c'est que les Rochambeles, celles qu'on appellera les Rochambeles, je m'avance un petit peu, mais c'est avant tout des ambulancières. Leur mission, c'est vraiment d'évacuer les blessés. C'est vraiment d'aller récupérer le blessé depuis le champ de bataille et de l'emmener au premier poste de secours, alors ce qu'on appelait le triage et traitement, qui vraiment veut trier les blessés en fonction de leur gravité pour que les plus graves soient envoyés à l'arrière dans les hôpitaux qui sont beaucoup plus conséquents avec du matériel nécessaire à leur prise en charge. Donc voilà, donc vraiment retenir que c'était des conductrices ambulancières qui avaient une formation médicale, mais l'objectif c'est de maintenir le blessé en vie, pas de faire des soins. Ça c'est vraiment important. Donc je vais laisser la parole à une Rochambeles qui a dit quelque chose qui était relativement qui est assez émouvant et juste par rapport à leur mission. Et c'est une Rochambeles anonyme, donc c'est bien après la guerre. Certaines ont écrit un petit peu des petits textes à droite et à gauche pour parler de leur mission. Et son texte est vraiment simple, court et décrit bien leur rôle. Alors je vous le dis. Il y avait donc le danger qu'il était nécessaire d'accepter et de mépriser. Il y avait aussi la grande pitié devant les souffrances des blessés et la tristesse profonde de voir mourir ceux qu'une évacuation, même rapide, n'avait pu sauver. Il y avait l'angoisse des nuits qui semblaient interminables, avec la crainte décuplée par l'obscurité d'un dérapage dans la boue qui nous ferait verser dans un fossé ou heurter un obstacle. Il y avait l'angoisse de retraverser les bois ou les villages, où l'ennemi est peut-être revenu, où le moindre mouvement d'une branche à moitié tombée laisse craindre une embuscade. Mais au-delà de ces angoisses, une seule chose importait, réussir le transport des blessés qui nous était confié, réussir vite, pour que les médecins et les infirmières du premier poste de secours leur donnent des soins immédiats et les réconfortent. Donc ça, c'est vraiment leur rôle, le transport de blessés. À partir de ce moment-là, en fait, de cette première vraie mission, Florence Conrad, donc qui a à l'époque 58 ans, elle commence à voir que c'est plus pour elle. Voilà, elle arrive au bout. Et Suzanne Torres prend alors le pas et va devenir vraiment la chef de ce petit groupe de femmes. Et elle va les mener jusqu'à la fin du groupe Rochambeau. Donc là, c'est le petit parcours de la 2e DB, notamment avec le parcours jusqu'à Alençon, où je vais en parler un petit peu. Et dès cette première évacuation, c'est vraiment là où elles ont montré aux soldats de la 2e DB qu'elles avaient la possibilité d'être aussi courageuses que leurs homologues masculins. Et surtout qu'elles pouvaient faire preuve de courage et de dévouement. Et en parlant de dévouement, je voudrais évoquer le parcours de Marion Ward Smith, qui elle, en fait, s'est engagée dans le groupe Rochambeau en Angleterre. Elle est de nationalité américaine. Et en fait, lors de ce bombardement, elle a perdu l'usage de ses jambes. Parce qu'en fait, contrairement aux ordres, elle dormait dehors. Et du coup, ses deux jambes ont été complètement déchiquetées. Et malgré ça, elle a demandé à être évacuée en dernière. Elle a dit, vous sauvez d'abord, vous vous occupez d'abord des soldats et moi en dernière. Alors elle est restée handicapée toute sa vie, mais elle a toujours fait partie plus ou moins des Rochambeles, même après la guerre. Et en parlant de dévouement, il y a une autre Rochambeles qui est tristement célèbre, c'est Micheline Garnier. Alors elle, ça se passe du côté d'Argentan. Donc les combats font rage et sa coéquipière Micheline Chaleur, qui sera la future Madame Vézy, doit laisser sa coéquipière Micheline s'occuper des blessés pour qu'elle les emmène au premier poste de secours. Mais malheureusement, Micheline ne reviendra jamais de sa mission. Elle est rentrée dans un village qui ne cessait de passer aux mains des gars de la 2e DB et aux mains des Allemands. Et en fait, on pense, parce que là c'est que des hypothèses, encore maintenant on ne sait pas vraiment ce qui lui est devenu, on pense qu'elle aurait rencontré des soldats allemands et qu'elle aurait été faite prisonnière.
Alors vous allez me dire, bon, normalement, Convention de Genève, Croix-Rouge, ils sont censés faire preuve de clémence, puisque la Convention de Genève permet de protéger ses membres. Et en fait, Micheline Garnier, elle mériterait déjà un livre à elle toute seule, parce qu'en fait, elle a fait partie du célèbre réseau de résistance, le réseau Alliance, de Marie-Madeleine Fourcade. Alors, elle a eu un rôle assez important, a priori, au sein de ce réseau, et elle aurait gardé, et là c'est toujours des hypothèses, elle aurait gardé des papiers montrant son appartenance à la résistance, qui aurait fait que, du coup, les soldats se sont dit, bon, elle, il faut qu'on la garde. Une fois sa capture, on a juste retrouvé l'ambulance, sa veste M41 qui était complètement déchiquetée. Elle aurait été déportée à Ravensbrück, dans un camp de femmes, et le camp a été libéré par les Russes. Et là, pareil, c'est un petit peu flou, on n'a pas forcément d'indication vraiment précise. En fait, elle aurait travaillé, alors est-ce que c'était forcé ou pas, mais en tant qu'infirmière pour les Russes, et elle n'est jamais revenue. Sa famille n'a jamais eu de nouvelles, ne sait pas ce qui est advenu d'elle, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle est décédée. Donc ça c'est vraiment un destin tragique au sein de la 2e DB. Edith Schaller notamment, enfin future Madame Vézy, même après la guerre contactée, elle a fait en sorte aussi que auprès des autorités russes, on essaye de retrouver sa trace, rien n'y fait, et encore aujourd'hui on ne sait vraiment pas ce qui est advenu de cette conductrice. Donc si jamais certains veulent continuer à faire des recherches, n'hésitez pas. Et ensuite, la fameuse libération de Paris. Une fois les combats de Normandie achevés, c'est la libération de Paris en août 1944. Gros moment de liesse pour la 2e DB et pour nos Rochambeau. Alors elles sont éclatées dans différents groupements tactiques. Donc en fait la 2e DB était divisée en plusieurs groupements de façon à avoir une frappe beaucoup plus importante et d'encercler des postes importants, notamment comme la capitale. À la libération de Paris, elles vont être cantonnées au départ au Jardin des Plantes, et puis après au Jardin de Bagatelle, au Parc de Bagatelle, au Bois de Boulogne. Et là, les évacuations sont peu nombreuses. La Croix-Rouge française fait très bien son travail. Donc c'est vrai que pour elles, ça va être aussi un moment de repos. Elles vont pouvoir partir en permission, se reposer. Pour certaines, revoir des proches qu'elles n'ont pas vus depuis 1943 ou même avant. Je pense notamment à Jacotte Fournier qui, elle, est partie dès 1939 aux États-Unis. Et c'est la première fois qu'elle revoit ses proches. Donc c'est vrai que c'était un moment très très émouvant. Là, une petite photo au parc de Bagatelle. Donc vous avez Suzanne Torres, vous avez Arlette Hautefeuille, vous avez Christiane Petit aussi, qui avait travaillé notamment avec les Spahis. Vous avez Edith Vézy, enfin future Madame Vézy. Donc là, c'est un moment de pause. C'est vrai pour elle, c'est vraiment un moment de pause. Et puis c'est surtout aussi l'occasion de remettre le matériel en état et de recruter du personnel. Parce que, comme je vous disais, Micheline Garnier a disparu, Marion Ward-Smith est blessée maintenant, plus d'autres qui se sont mariés, etc. Donc c'est vrai qu'il s'agit de recruter un petit peu de personnel parce que voilà, il faut vraiment faire en sorte qu'elles puissent continuer à travailler. Par la suite, on va se diriger plus à l'est et elles vont participer notamment à la libération de Strasbourg en novembre 1944, qui est vraiment un élément stratégique pour le général Leclerc et la 2e DB. Je pense que vous connaissez tous avec son fameux serment de Koufra. Donc il a réussi à faire en sorte que nos belles couleurs flottent sur la cathédrale de Strasbourg. Et enfin, donc, la 2e DB traverse le Rhin et avance à grands pas vers ce qu'on appelle le Nid d'Aigle, vers Berchtesgaden et le Berghof, où là, elles vont arriver en mai 1945. Et là, les soldats de la 2e DB sont d'ailleurs les premiers à arriver tout en haut dans la résidence secondaire d'Hitler, qui a une très belle vue sur le lac Königssee. Excusez-moi s'il y a des germanophones ici. Mais voilà, donc la 2e DB arrive pour le 8 mai 1945.
Par contre, ce jour de liesse va être malheureusement teinté de tristesse, puisque la veille, le 7 mai 1945, le groupe Rochambeau va perdre une des leurs, Leonora Linsley, qui est une Américaine. Alors je vous avais dit au tout début que certaines Américaines, au tout début de la création, n'avaient pas pu partir, puisque les ressortissantes américaines n'avaient pas eu le droit de partir en Europe. Elle faisait partie de ces femmes qui s'étaient engagées dès les États-Unis. Et en fait, elle a réussi à rejoindre le groupe Rochambeau après la libération de Paris. Et le 7 mai 1945, en montant tout en haut, vers le Berghof, elle va avoir un accident de jeep et elle va décéder. Donc en fait, pour le groupe Rochambeau, ça va vraiment être une tristesse énorme parce qu'elle faisait partie aussi de ce noyau de départ. Et c'est vrai que ça va un petit peu teinter d'amertume ce 8 mai 1945. Donc Leonora Linsley, elle est enterrée au cimetière américain de Saint-Avold en Moselle. Donc vous pouvez voir sa tombe juste à côté. Et alors ce qui est malheureusement dommage, c'est que sur sa tombe est inscrit la Croix-Rouge américaine et aucune mention de son implication au sein de la 2e DB. C'est malheureusement très dommage. Finalement, on arrive sur la fin de la guerre, donc la capitulation, et avec les adieux du général Leclerc à la 2e DB en juin 1945. Et là, c'est un vrai tournant pour les Rochambelles. Elles ont passé des mois à vivre ensemble, à vivre dans l'urgence, à vivre dans leurs ambulances, à faire leurs toilettes dans un casque, etc. Donc c'est vrai que la perspective de retourner à la vie civile, c'est quelque chose qui est compliqué à prendre en compte et à vraiment à se faire une idée là-dessus. Donc c'est pour ça que dès que Leclerc évoque un départ pour l'Indochine, pour certaines, c'est vraiment la révélation et l'idée de se dire on va continuer, on va partir. Donc une vingtaine de conductrices va partir avec le groupement Massu. Et là, pour le coup, Suzanne Torres va prendre en charge le commandement de la 47e unité administrative et va s'occuper des femmes en Indochine. Et c'est Lucie Delplanque, qui était très copine avec Suzanne Torres, qui va prendre cette fois les rênes du petit groupe Rochambeau en Indochine. Le groupe Rochambeau en Indochine va aussi subir des pertes. Elles vont avoir 2 décès tragiques. Odette Thiollet, qui est une petite nouvelle dans le groupe, qui elle va décéder le 2 janvier 1946. Et une autre qui est peut-être un petit peu plus connue, vous avez peut-être déjà entendu son nom, Aline Le Rouge, qui elle est décédée dans les années 50. Elle s'est noyée dans son ambulance. Donc on sait, voilà, il y a plusieurs théories. Pour les autres, ça va être le retour à la vie civile. Et c'est très difficile. Donc, comme je vous disais, le train-train quotidien après des années à vivre dans l'urgence, c'est vraiment compliqué. Et elles vont continuer, elles vont vraiment garder ces liens qui sont construits pendant ces années de guerre. Et notamment, Madame Jean Mougin va travailler avec sa coéquipière Rosette Péchaud. Elles vont aussi beaucoup s'investir dans la vie de la 2e DB, avec notamment la création de l'amicale de la 2e DB. Suzanne Torres va aussi mettre en place, alors je pense que vous avez déjà aussi entendu parler de ça, la kermesse aux étoiles. Donc c'était une fête foraine dans les années 50, où en fait les célébrités de l'époque venaient pour rencontrer du public, signer des autographes, et toutes les entrées permettaient de financer des projets pour les familles des anciens de la 2e DB. Et puis les liens d'amitié, c'est quelque chose, et puis il y a aussi des liens d'amour avec nos Rochambelles, parce que plus de 20 Rochambelles se sont mariées, ont épousé des anciens de la 2e DB. Bon, Suzanne Torres, évidemment, avec Jacques Massu, Arlette Hautefeuille avec le capitaine Rattard, qui était au 501e régiment de chars de combat, Rosette Trinquet, qui deviendra future Madame Péchaud, et puis Florence Conrad, qui a épousé le commandant Paul Lanus aussi, qui est travaillé à la 2e DB.
Les Rochambeles, c'est aussi et surtout l'idée de faire perdurer la mémoire. Parce que comme je vous disais, elles ont travaillé pour certaines, elles se sont beaucoup investies dans l'amicale de la 2e DB. Et c'est vrai qu'elles ont beaucoup œuvré pour faire parler d'elles. Alors c'était toujours avec retenue. Parce que quand on les interviewait, c'était vraiment de se dire ce que j'ai fait, c'était pas plus exceptionnel que ce que les autres ont fait. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, on peut le dire, ce qu'elles ont fait, c'était exceptionnel, c'était hors du commun. Et puis les Rochambeles et toutes les femmes qui se sont engagées pendant la Seconde Guerre mondiale ont vraiment eu un impact dans l'histoire de France. Pour preuve, le général de Gaulle, par la suite, vraiment a essayé de faire en sorte que les femmes dans la société française aient une place beaucoup plus importante avec le droit de vote, tout simplement. Et puis aussi, elles ont vraiment lancé la voie à la féminisation de l'armée telle qu'on la connaît maintenant, même si au final, les femmes ne représentent toujours que 15% du personnel engagé dans l'armée française. Donc, en conclusion, ce qui est intéressant de voir avec ces Rochambeles, c'est que ce petit groupe de femmes qui a été constitué aux États-Unis, qui est parti ensuite en Afrique du Nord, qui a été en Angleterre, en France, en Allemagne, en Indochine, a vraiment marqué les esprits, notamment dans la 2e DB. Et c'est que très récemment qu'on en parle de façon beaucoup plus générale. Vous avez maintenant, notamment à Caen, une course populaire qui s'appelle La Rochambelle, dont les bénéfices sont versés à la recherche contre le cancer du sein. Vous avez eu aussi une comédie musicale qui a évoqué les Rochambeles. On commence à en parler. C'est uniquement, malheureusement, 75 ans après qu'on les évoque, que vraiment on les met en avant. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que nos Rochambeles, puisque c'était vraiment les Rochambeles, et maintenant, depuis tant d'années, ça devient mes Rochambeles aussi, on ne les oublie pas, puisque malheureusement, plus aucune Rochambelle n'est en vie. Donc c'est pour ça que après des nombreuses années de recherche, j'ai voulu mettre toutes mes connaissances, tout ce que j'avais pu glaner au fur et à mesure des années, de mes rencontres avec les anciennes et puis aussi leurs familles, de façon à faire un livre qui soit un livre de mémoire pour que les jeunes générations ne les oublient pas et qu'on puisse encore parler et évoquer ces femmes au sein de la 2e DB et dans l'histoire de France. Un grand merci, puis un grand bravo à Pauline Brunet qui a mis en lumière ces ambulancières de la 2e DB. Alors, on va maintenant passer à la partie questions. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, poser des questions sur des faits que vous avez entendus, en tout cas pour peut-être avoir un complément d'information. Il y a tellement de choses à dire sur cette unité donc, du groupe Rochambeau. N'hésitez pas à lever la main. Combien elles étaient? En tout, 67. Alors 67, c'est vraiment en tout. Elles étaient à peu près, oui, c'est de la création jusqu'à l'Indochine. Ça fait à peu près 67 femmes. En moyenne, elles étaient une trentaine. Parce que voilà, 2 par ambulance, entre celles qui étaient en permission, etc. Il y avait un roulement. Plus, donc les 67, ça compte les disparus, les blessés, tout ça. Oui, c'est assez conséquent quand même. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'était relativement clair. Hein. Ça me va bien. Sur l'aspect mémorial, justement, on en parle très tard. Pardon. Oui, ça fait 75 ans qu'on n'en a pas parlé. C'est la première fois que vous en parlez ici. Comment vous expliquez cette absence de mémoire? Pourquoi il n'y a pas aujourd'hui de monument dédié aux Rochambeles? Pourquoi l'institution, pourquoi la nation n'a pas rendu et ne rend toujours pas hommage à ces femmes? Alors, il y a une plaque commémorative à Caen. Mais bon, c'est vrai que c'est uniquement à Caen, alors c'est déjà pas mal. On a parlé quand même des Rochambeles. Alors c'est vrai qu'au sein de la 2e DB, de l'amicale de la 2e DB, elles étaient connues. Il faudra attendre en fait ces années parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé aux soldats, aux combattants.
Et c'est vrai que des femmes, même si elles étaient ambulancières, qu'elles avaient un rôle différent, ça restait des femmes en fait. Donc c'est vrai qu'on n'en parlait pas. C'est vraiment depuis quelques années qu'on évoque le rôle des femmes dans l'histoire en général, hein, et pas uniquement sur la Seconde Guerre mondiale. C'est le rôle des femmes dans l'histoire française. Donc c'est vraiment récent. Je vais pas m'avancer sur des explications plus précises que ça. Mais au sein de la 2e DB, elles étaient connues. C'est vrai que là, la société s'intéresse, donc j'en profite aussi. L'idée, c'est que les jeunes générations puissent apprendre et connaître le rôle de ces femmes qui a été un petit peu oublié au fil des années. Parce qu'il y a eu des actes de bravoure quand on lit le livre de Suzanne Massu. On s'aperçoit que, autant dans la campagne de Normandie ou dans la campagne d'Alsace, il y a eu des actes éminemment courageux et téméraires. Oui. Et c'est pas assez souvent relevé. C'est ça. C'était pas, puisqu'une ambulance par essence évacue, donc elle passe plusieurs fois sur le front. Donc exactement. C'est très dangereux. J'ai pas d'autres questions, du coup j'ai que des petites remarques. Si une question, vous avez dit que l'armée était plutôt en pointe en France. Moi je pense que c'est pas du tout le cas. Je pense qu'en Grande-Bretagne, c'était beaucoup plus. En 1940, il y avait déjà des milliers de femmes qui étaient sous uniforme. Nous, la loi Paul Boncourt, c'est en 1938. Je trouve pas qu'on soit très. Oui, au niveau des femmes engagées sur le front, oui, c'est vraiment dans ce sens-là. Ma remarque était vraiment dans ce sens-là, c'est que c'était la première fois où on s'est dit des femmes vont aller vraiment sur le champ de bataille, vont être en première ligne au même endroit que les soldats. Elles n'auront pas de protection. Pour certaines, elles racontent, elles sont allées sortir les blessés des chars encore fumants. Voilà, c'était vraiment dans ce sens-là. Alors que notamment les Américains, eux, c'était beaucoup plus on garde les femmes à l'arrière, dans les hôpitaux américains, dans les field hospitals, où là, elles étaient protégées. Voilà, donc c'était vraiment dans ce sens-là. C'est beau. Ça, je peux rester. Tout à l'heure, on avait... Les États-Unis et l'Angleterre, c'était des pays encore constitués, alors que la France, entre guillemets, n'existait plus en tant que nation, puisque c'était un apport qui est venu de l'extérieur, en fait. Donc je pense qu'effectivement, en Angleterre, c'était plus facile, je pense, pour des femmes de s'engager que des ressortissantes françaises qui étaient en France occupée. Quoi, voilà. Aussi. Tout à l'heure, à l'écran, on a vu une photo où vous avez fait voir le 13e régiment, le GTD. Donc vous avez parlé tout à l'heure que vous alliez revenir dessus. Donc ça, c'est une question. Et est-ce que ces femmes-là avaient la possibilité d'être armées ? Est-ce qu'elles étaient armées? Est-ce qu'elles ont eu une formation? Non. Parce qu'elles n'étaient pas militaires. À la base. Alors, à la base. À la base, non. Non. On va revenir là-dessus. Je pensais pas que c'était si loin. Donc, elles sont militaires, elles sont engagées pour la durée de la guerre, d'ailleurs, c'est écrit sur leur carte. Elles n'ont pas d'armes. Elles sont protégées par la Convention de Genève. Et la Convention de Genève fait en sorte que tout leur personnel ne soit pas armé. L'objectif de la Convention de Genève, c'est de faire en sorte que le personnel soignant s'occupe de n'importe quel blessé, peu importe le camp. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des situations d'ailleurs assez cocasses dans les ambulances où elles ont évacué des soldats français en même temps que des soldats allemands. Donc autant vous dire que s'ils n'étaient pas trop mal en point, c'était assez parfois compliqué pour elles de devoir gérer l'arrière où c'était assez tendu. Donc elles n'étaient pas armées. Alors, une anecdote voudrait, mais j'ai pas trouvé d'informations là-dessus, qu'à un moment, pendant une courte période, elles auraient eu un pistolet ou quelque chose. Mais bon, ça, c'est un bruit de couloir, comme on dit. Donc voilà. Mais non, elles n'étaient pas armées. Et pour en revenir au groupement tactique, donc en fait, la 2e DB fonctionnait en différents groupements tactiques de façon à ce que, au niveau militaire, je ne vais pas m'engager là-dessus beaucoup plus, mais les combats puissent être articulés et c'était beaucoup plus maniable, en fait, de gérer un groupement tactique plutôt que toute une division à emmener à un seul endroit. Donc elles ont travaillé avec le GTV et au sein d'un groupement tactique, on a plusieurs
où on a plusieurs parties en fait de régiments, d'escadrons, etc. Et donc du coup, elles vont être après dispatchées, parce qu'elles vont pas rester ensemble, toutes les ambulances ensemble, elles vont être dispatchées en fonction des besoins. Ça va vraiment être ça la clé. Donc c'est pour ça qu'il y a des affinités qui se sont constituées en fonction des régiments. Alors beaucoup ont travaillé notamment avec le 501e régiment de chars de combat, les bérets noirs. Certaines aussi ont travaillé avec les SPAI, les calots rouges. Donc en fait, elles ont été un petit peu dispatchées. Certaines ont aussi travaillé avec la DCR, le détachement de circulation routière. Enfin, voilà, elles ont été... L'idée, c'était qu'elles pouvaient être envoyées à gauche et à droite pour être là où il faut, quand il faut, et évacuer les blessés le plus rapidement possible. Voilà. Alors oui, moi je voulais simplement vous demander si les Rochambeau ont eu des connexions avec les femmes de la France libre. Par exemple, dans les forces navales françaises libres, dès 1940, il y avait un certain nombre de femmes qu'on appelait souvent les marinettes, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui ont été quand même plusieurs dizaines aussi. Et les services féminins aussi de santé ont été en grand nombre alimentés par des femmes. Et je signalerai également les Vrens du côté britannique, qui s'assuraient de la bonne marche des fameuses vedettes motor torpedo-boat, les MTB, les vedettes lance-torpilles, dont l'entretien, y compris mécanique, était fait par des femmes volontaires britanniques et qui étaient vraiment très proches des forces navales françaises libres, qui ont compté quand même plusieurs dizaines de femmes, et en particulier originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon dès décembre 1941, puisqu'on a fêté le 80e anniversaire il y a quelques jours. Et bien, ces femmes-là ont été plus de 60, originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, à servir sous le drapeau, sous le pavillon, disait-on, des FNFL pendant toute la guerre. Donc voilà, est-ce que connexions ont existé avec les Rochambeau ou pas, à votre avis? Peut-être on pourra en parler. Alors certaines en fait faisaient partie des forces françaises libres, typiquement Suzanne Torres. Il y avait des marinettes, parce que au final c'est un surnom assez commun pour toutes les femmes qui sont dans la marine, qui elle était au nombre de 9, qui étaient engagées dans le régiment blindé de fusiliers marins, le RBFM. Après il n'y a pas de connexion entre nos Rochambeau et nos marinettes au sein de la 2e DB. On ne mélange pas l'armée de terre et la marine. Donc du coup c'est vrai que... Oui voilà, c'est vrai que eux font exception, mais à l'intérieur après on ne se mélange plus. Et c'est vrai que pour avoir discuté donc avec des anciennes Rochambeau et puis là une ancienne marinette et les familles des anciennes marinettes, c'est vrai que malgré le fait qu'elles étaient dans la même division, elles ne se côtoyaient pas. Les Rochambeau ont malgré tout essayé à de nombreuses reprises, à au moins 2 reprises, de rassembler en fait, parce que effectivement ça paraît relativement logique de se dire il y a des femmes dans une même division, autant rassembler tout le monde. Et ça a été un refus catégorique de la part du RBFM et de dire non, on garde nos marinettes, les Rochambeau, vous restez avec l'armée de terre, vous êtes très bien là où vous êtes. Voilà, donc il n'y a pas eu de connexion FNFL, voilà, il y a eu quelques FFL, mais c'était vraiment pas la majorité des Rochambeau dans la 2e DB. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, moi j'ai eu, en fait personnellement, ma mère était infirmière et elle était infirmière. Elle a commencé en 1944 dans l'armée de l'Âtre, en tant que déserteur, et ensuite elle s'est retrouvée en Indochine. Super. Donc, effectivement, quand vous évoquez le nom de Suzanne Torres, Aline Le Rouge, moi j'en ai encore d'autres, elles se connaissaient quand même, enfin, elles se fréquentaient. Parce que, juste pour, c'est un témoignage, hein, quand il s'est agi en tout cas en Indochine, après l'Indochine, elles ont conservé des liens pendant très très longtemps. Oui. Je donne comme exemple 415. 415, c'était l'hôpital militaire de Saïgon. Elles avaient fait un groupe, et ce groupe de 415 d'anciennes infirmières est resté en contact les unes avec les autres. Écoutez, il y a encore quelques années, quoi. Je veux dire, le lien, il était quand même...
ça dépassait, je pense, certains clivages. Voilà. Tout à fait. C'est l'impression que ça m'a donné Complètement. En vous entendant. Mais effectivement, c'est ça. Et c'est ça qui est assez fou. C'est de voir que des femmes qui, de prime abord, n'ont rien en commun, en fait. Qui viennent de vraiment de milieux différents. Bon, même si les princesses et autres femmes bourgeoises sont parties, parce que Anne de Bourbon-Parme, elle faisait partie des 5 qui sont parties en Afrique du Nord. Elles étaient toutes animées de vraiment ce désir de servir, d'être utile et de faire quelque chose qui va servir pour leur pays. Et au-delà de ça, juste de faire quelque chose, en fait, de ne pas attendre passivement que ça se passe et que les autres fassent à leur place. Et c'est vrai que ce lien d'amitié, il a vraiment perduré. Enfin, cette photo-là, elle date des années 60. Et donc c'est une réunion, ça doit être en Allemagne d'ailleurs, où en fait elles se sont toutes retrouvées après la guerre. Elles ont vraiment continué à échanger. Pour preuve, hein, souvent elles partaient en vacances, notamment dans la maison de Rosette Péchaud en Corse par exemple. Enfin, il y a vraiment plein de... Une amitié qui s'est liée. Je pense que le contexte historique, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont dû affronter, c'est un lien qu'on peut sentir mais qu'on ne peut pas connaître. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qui est caractéristique de ces Rochambeille. Et j'ai essayé à travers le livre de vraiment montrer cette connexion, ce lien qu'elles ont eu toutes ensemble. Et c'est vraiment ça qui fait la force de ce groupe aussi, c'est de montrer que peu importe les différences, les clivages, les opinions, les façons de penser, tout ça, un même désir va permettre de constituer un groupe et de souder un groupe. Autre remarque, concrètement, enfin moi je parle de j'ai pas étudié particulièrement son histoire, mais ma mère elle a démarré lieutenant. Donc, elle était infirmière pistolet d'État, hein, et elle a fini adjudant-chef. Donc, il y avait quelque chose autour du traitement et du regard porté aux femmes dans l'armée à l'époque qui était quand même assez particulier. Autre chose, il n'y avait pas forcément une prise en compte du veuvage. Tout à fait. Ah bah, c'est vrai que c'était compliqué. C'était compliqué aussi parce que voilà, c'était nouveau de gérer plein de choses, les grossesses aussi. Qu'est-ce qu'on fait, enfin comment on gère ça, c'est vrai que c'est des questions auxquelles qu'on se pose pas pour le personnel masculin. Donc c'est vrai que ça a été aussi quelque chose de compliqué à mettre en place. Il y a eu la création du corps, des AFAT, des auxiliaires féminines de l'armée de terre, qui étaient à part. Donc on est parti un petit peu de zéro, hein. Ils ont vraiment mis tout ça en place. Et voilà, ça a montré la voie en fait à la féminisation de l'armée telle qu'on la connaît, hein. Mais c'est vrai qu'elles sont c'est des pionnières pour le coup. Et bon, il y a encore du chemin à faire, hein. Je disais 15%, bon, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien, mais on est loin encore de la parité. Justement. C'est bien. Oui, bonsoir. Christophe Goyard, vous disiez tout à l'heure que vous étiez professeur d'anglais, donc a priori pas du tout historienne. J'aurais voulu savoir ce qui vous a amené à vous intéresser, à consacrer autant de temps et jusqu'à en faire un livre. Voilà, j'aimerais bien savoir. Très bonne question. Oui, alors effectivement, donc, je suis professeure d'anglais en collège et lycée. J'ai commencé à m'intéresser au Rochambeille à l'âge de 13 ans. Alors, j'ai aucun problème à dire mon âge, hein. J'en ai 30 maintenant, donc ça commence à faire un petit peu. Et je dois remercier mon papa, qui en fait, lui est passionné d'histoire en général, et il est passionné aussi par la 2e DB, et plus particulièrement le régiment blindé de fusiliers marins. Et un jour, il m'a montré une photo. Alors là, c'était pas les Rochambeille à l'époque, c'était les marinettes. Il m'a dit, ah tiens, regarde, il y a 9 marinettes, des filles avec des pompons et tout. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est vrai que bon, il n'y avait pas beaucoup d'informations, quelques livres que j'ai pu glaner.
on s'est dit tous les deux, on va créer un site internet pour essayer de glaner plus d'informations, de faire en sorte qu'elle soit un peu plus connue. Et puis, j'avoue que par facilité, je me suis après un peu dérivée vers les Rochambeल parce que elles étaient plus nombreuses, il y avait plus de témoignages, plus de sources. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer certaines, notamment Rosette Péchaud qui était vice-présidente de l'Amicale, tout ça. Donc c'est vrai que ça a facilité un petit peu mes recherches. Et puis, je pense qu'il y a plus de 4 ans de ça, on m'a dit il faudrait que tu fasses un livre parce que voilà, j'ai accumulé des informations, j'ai un site internet, j'ai créé une association pour essayer de promouvoir un petit peu leur histoire. Et c'est vrai que ça a été un gros morceau, je vous le cache pas, parce qu'en fait, donc, ce livre, j'ai mis effectivement plus de 4 ans à le faire, avec toujours ce stress de se dire oui, mais il me manque cette information, j'ai pas le listing complet, il me manque ce petit truc. On m'a dit au bout d'un moment qu'il faut y aller. De toute façon, l'histoire, c'est une matière qui vit malgré tout, même si on est dans le passé, on en apprend tous les jours. Donc des choses qui sont écrites dans ce livre, voilà, j'ai encore plein d'informations que j'ai eues parce que les familles des anciennes m'ont dit ah mais oui, mais j'ai retrouvé ci, j'ai retrouvé ça. Donc c'est toujours en mouvement. Et en fait, ce livre, au départ, il devait être publié il y a plus de 2 ans. Mais mon premier éditeur m'a fait faux bond, donc du coup j'ai suivi un petit peu la philosophie de Florence Conrad pour le coup, pour qui le nom n'était pas une réponse. Et du coup, je me suis dit, bon, je peux pas lâcher le projet. On m'a soutenue aussi, parce que c'est vrai que ça a été dur un petit peu psychologiquement de se dire, bon, le livre tombe à l'eau. Et j'ai trouvé une maison d'édition, les éditions Memorabilia, qui a vraiment cerné ce que je voulais, qui a vraiment fait le livre, en fait, que j'aurais aimé avoir à l'âge de 13 ans quand j'ai commencé. C'est vraiment la synthèse, on trouve de tout, on trouve leur histoire, au niveau global, sur le groupe Rochambeau. On va trouver aussi des biographies, parce que c'est cette somme de personnalités, d'individualités qui fait le groupe. On va retrouver aussi les uniformes, qu'est-ce qu'elles portaient, parce que c'est de la petite robe en Afrique du Nord avec les températures caniculaires à la campagne d'Alsace, c'est pas la même chose, on va pas porter la même chose. Au véhicule aussi, parce que typiquement les marquages vont évoluer en fonction des règlements, des choses et autres. Donc l'idée c'était vraiment de faire en sorte que dans ce livre ça soit un condensé de mes recherches et un livre souvenir pour toutes ces Rochambeल, parce que malheureusement, ça c'est mon plus grand regret, c'est qu'il a été publié après le décès de la dernière, donc aucune n'a pu le voir, mais bon, ma plus grande fierté c'est que j'ai pu envoyer des exemplaires à certaines familles avec qui j'ai été en contact vraiment proche pour travailler sur ce livre, et tous m'ont remercié. Donc ça a été, je pense, ma plus belle récompense, de me dire que voilà, le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai fourni, ça plaît, et les gens sont fiers de se dire que voilà, leur maman, voilà, elle sera pas oubliée, et les futures générations vont pouvoir savoir ce qu'elles ont fait, qui elles étaient et d'où elles venaient. Ça c'est vraiment, je crois, la plus grande fierté de ce livre. Bravo. Merci. Pour aller encore plus loin, la Fondation dispose d'un certain nombre de dossiers sur les fameuses marinettes qui ont été votre intérêt quand vous étiez un petit peu plus jeune. Et qui le sont. Demain, on se met au travail, donc je vous propose, au sein de la délégation Souvenirs des marins de la France, de venir échanger avec nous sur ces fameuses marinettes. Écoutez. Et on a quelques dossiers intéressants, et on a des témoignages de ces marinettes, des témoignages écrits qui passent par Saint-Père-et-Miquelon. Enfin, on peut avoir tout ça à disposition. Et ça serait peut-être intéressant qu'on regarde, si vous avez un petit moment. Ah écoutez, avec plaisir, parce que bon, je vous cache pas que forte de cette première expérience et de ce premier engouement pour les Rochambeल, je travaille doucement mais sûrement sur l'histoire des marinettes, et puis aussi, alors un sujet que je maîtrise beaucoup moins, mais donc là je me documente et j'en suis juste à la première phase, sur la période d'Indochine, parce que ce livre-là, voilà, je me suis arrêtée en 1945 avec la fin
du groupe Rochambeau tel qu'il était au sein de la 2e DB, mais après elles sont parties en Indochine. Concrètement, je ne me voyais pas inclure quelque chose dans ce livre-là, et inclure quelque chose qui serait bâclé, quelque chose que je ne maîtrisais pas. Donc du coup, j'ai préféré m'arrêter à 1945 et en projet de faire un petit complément qui sera sûrement moins épais, mais voilà, d'apporter la 2e partie sur l'Indochine. Donc ça, c'est un projet qui verra peut-être pas le jour tout de suite, mais c'est dans les tuyaux, comme on dit. Voilà. Et puis donc on se verra tout à l'heure. Tout à fait. Peut-être si vous pouviez nous expliquer l'uniforme, parce que est-ce qu'il a été fait pour des femmes ou pour... Il se boutonne dans quel sens? Enfin, racontez-nous un peu. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi de savoir avec les marinettes, et merci de poser la question, enfin les Rochambeau, je m'en mêle maintenant, mais les marinettes ça marchait aussi, c'est qu'elles ont eu à disposition beaucoup d'uniformes masculins qui ont été féminisés. Elles ont changé par exemple les boutons, elles ont été obligées d'adapter un petit peu. Et là typiquement on a une veste, alors ce qu'on appelle M41, M1941, modèle masculin. Elle l'ajustait grâce aux boutons. Et petite coquetterie, caractéristique des Rochambeau, c'est le petit foulard à carreaux qui est arrivé du côté de Nancy, où elles se sont dit on va avoir une petite coquetterie, et c'est vraiment caractéristique. Et donc vous faites des reconstitutions, c'est ça? Oui. Avec votre association? Oui, alors en fait je pense que c'est un bon complément, et c'est vraiment toujours en gardant cette idée en tant que professeur, je vois ce qui intéresse mes élèves, et c'est vrai que la reconstitution permet de rendre vivant quelque chose qui vient d'un livre. Et c'est vrai que ce soit pour les plus jeunes comme les moins jeunes, c'est tout de suite un peu plus parlant et ça attire en fait. Et c'est vraiment la porte d'entrée après pour s'intéresser, creuser un petit peu le sujet. Et du coup, ce qui est intéressant et ce qui est marrant, c'est de voir que maintenant mes élèves... alors que je suis prof d'anglais, donc c'est pas quelque chose que j'évoque avec eux, mais du coup ils m'en parlent parce que ils font des petites recherches, tout ça, et puis ils me disent ah oui mais madame les Rochambeau, un jour j'ai été interloquée, je dis mais quoi pardon, et donc du coup voilà, je me dis qu'à ce moment-là, quand les jeunes générations s'intéressent à ça, en parlent, c'est que le job est fait, c'est bon, c'est que ce sera pas oublié. Il y en a, on passe le flambeau, on passe la flamme, et c'est vraiment ce qui est important. Voilà, Pauline Brunet qui a répondu à vos questions. Il y avait une petite remarque sur les lieux de mémoire. Il y en a un à Argentan, en tout cas. Donc Pauline a parlé de Micheline Garnier. Voilà, c'est ça. Et donc il y a un rond-point, il y a un square des Rochambeau à l'entrée d'Argentan, à l'endroit où à peu près l'endroit où l'ambulance a été détruite. Voilà. Et dans un cimetière, je crois, dans l'Est, c'est ça aussi, il y a un autre lieu. Saint-Avold. Saint-Avold, oui. Argentan dans l'Orne, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis c'est vrai, Pauline, ce lien, alors avec les hommes, il y avait vraiment un lien très fort. D'ailleurs, les anciens que nous avons connus se souvenaient parfaitement de ce lien. Je me souviens de Serge Borokovitch qui évoquait sa blessure à la Croix de Médaville, par exemple, et puis ramassée par Raymond, Jean Mougin, ça les avait vraiment soudés à vie. Hein. Ça, c'est aussi, elles représentent l'unité finalement de ce qui était aussi la 2e DB. Elles sont un peu cet esprit de la 2e DB. Et puis vous l'avez montré tout au long de leur vie. Elles ont continué, elles se sont même mariées. Enfin, elles ont eu finalement ce parcours. Ça les a soudées hein, pour la vie et jusqu'à maintenant évidemment, puisque vous les avez connus. Il y a des grands, j'imagine, il y a eu entre vous et les Rochambeau que vous avez connus, elles avaient des encouragements, j'imagine, à donner. Vous avez tissé un lien aussi. Oui. Ce qui au tout départ, ce qui était assez drôle, c'était leur première question, c'était pareil. Pourquoi vous vous intéressez à nous? En fait, elles étaient très humbles. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'était de se dire non mais ce qu'on a fait, c'était pas extraordinaire. Alors, chaque fois je disais mais vous vous rendez pas compte, mais si quand même. Et c'est vrai que souvent elles me disaient vous allez faire continuer, à faire vivre notre histoire. Voilà, elles étaient contentes, parfois elles ne comprenaient pas forcément justement cet engouement que je pouvais avoir aussi, parce que bon, de se dire qu'une petite jeune à la base, au départ de 13 ans,
qui s'intéressent à elles, c'était assez surprenant. Et puis après, voilà, elles se sont vraiment... on a créé des liens. J'ai notamment pu interviewer Madame Raymonde Jean Mougin. Et voilà, au fur et à mesure des discussions, c'est vrai que souvent les anciens parlent des bons moments. Ils évoquent uniquement les moments de convivialité, les moments ensemble. Et c'est vrai que les moments de combat, les évacuations, c'était des sujets qui étaient un peu plus délicats à aborder. Et nos rencontres, nos échanges ont fait que voilà, se sont un petit peu livrés. Et j'ai pu toucher du doigt, si je puis dire, leur quotidien et les moments tragiques aussi, parce que le quotidien, c'était pas uniquement fait des cantonnements et puis des popotes avec les officiers, etc. Mais c'était surtout les évacuations, la douleur, le stress, les combats, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu plus tardivement, en fait. Il fallait vraiment créer un lien fort pour qu'elles se livrent un petit peu. Et puis, d'ailleurs, souvent, les enfants des anciennes Rochambeul me le disent, maman, elle en parlait pas. C'était quelque chose qu'on n'évoquait pas. Donc, c'est... Tous les Français libres, pareil. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui était tabou. Enfin, c'était leur jardin secret. Et pour casser cette carapace et puis pour essayer de savoir un petit peu quel était leur quotidien en tant qu'ambulancière, parce que bon, les popotes, les discussions, c'est quelque chose, mais c'est pas leur rôle premier. Et puis il y avait ce lien avec le général Leclerc. Vous avez dit tout à l'heure qu'au début c'était un peu froid en Afrique du Nord. Et puis après finalement le général Leclerc il les a toujours défendus, ces Rochambeul. Complètement. C'était venu, alors je vais utiliser un terme un peu familier, mais les chouchoutes, c'était les Rochambeul, c'était les Rochambeul de la 2e DB. Et elles ont eu vraiment un rôle à part. Et c'est vrai que même l'aura en fait du général a fait que tout au long de leur vie, le général Leclerc était sacré. C'est un monstre sacré pour tous les anciens de la 2e DB et en particulier les Rochambeul. Et au-delà ? Et au-delà, oui, tout à fait. Bien, alors c'est vrai que pour ceux qui veulent savoir un peu plus d'éléments sur notamment les volontaires françaises au sein de la France libre, évidemment ici, un livre de Sébastien Albertelli sur les volontaires françaises, il était venu en parler ici. Et c'est vrai que voilà, on peut inviter celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur ce. C'est une caractéristique d'ailleurs des Français libres et de l'armée française, en tout cas au sein sous la Croix de Lorraine. Ces femmes en fait qui étaient là auprès des unités de combat, donc en première ligne. Voilà, alors avant de vous dire au revoir, sachez que dans quelques minutes, Pauline pourra dédicacer des livres si vous le souhaitez. Le lien et les échanges pourra se poursuivre après cette conférence. Vous remerciez d'être venu ici à la Fondation de la France Libre. Je vais donner le prochain rendez-vous avant de vous dire au revoir. Ce sera dans 1 mois exactement. On parlera d'une femme, ce sera Joséphine Baker, avec Jacques Pessis. Donc ce sera le 9 mars, un rendez-vous ici donc à la Fondation de la France Libre. Juste après la journée de la femme. Oui, exactement. Alors ce sera un grand rendez-vous. Et d'abord, on va remercier, applaudir chaleureusement. Passionnante. Merci encore, Pauline. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.